pose la question de savoir dans quelle disposition le FDI pourrait participer à la supervision, c'est ça? Dans les conditions qui sont les leurs, c'est-à-dire ne pas être la caution des simples convenances, mais plutôt de s'impliquer de manière effective au devoir de transparence. C'est pour cette raison que pour le FDI, une élection commence par l'établissement des listes électorales et ils entendent absolument, s'ils doivent venir assurer la supervision, que les listes électorales soient établies en leur présence et données compte à eux. Monsieur Moubamba, j'aime bien ce nom, s'appuie sur la sociologie générale pour s'interroger sur les critères qui ont prévalu à la désignation des membres de la délégation. Est-ce que c'est le principe de la primogénité? Je suis en peine de répondre parce que c'est le gouvernement américain qui a pensé avoir associé l'ensemble du personnel politique de l'opposition sans discrimination aucune, et c'est à ce titre que, selon certains, nous nous sommes encombrés de M. Maïla, mais moi je pense que c'est un privilège de l'avoir aussi. Voilà, je ne peux pas en dire. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes pour composer cette élection? Si. Nous sommes nombreux, vous êtes nombreux, les jeunes. Et c'est en cela que je dis que les conditions du changement s'imposent au Gabon. Elles s'imposent d'elles-mêmes parce que les jeunes, aujourd'hui, ne demandent qu'à se mettre à contribution à cet effet. J'étais le plus jeune, j'espère avoir été suffisamment représentatif, mais dans tous les cas, chaque fois que la nécessité l'imposait, je ne me suis jamais fixé les limites pour poser le débat. Au demeurant, l'impeachment a été retenu à cet effet, parce que j'ai tenu absolument à démontrer que l'impeachment qui se trouve au centre des procédures américaines est exactement la procédure qui est en cours à Libreville, et pourtant l'ambassade des États-Unis s'est prononcée en sens contraire. Je dois vous indiquer, vous informer que Madame Akwete, parce que c'est son nom, a été, depuis là-bas, appelée à clarifier sa position. Il y a eu une rencontre entre elle et Madame Moronso, pour ceux qui suivent l'actualité. Un journaliste, je n'ai pas la chance de connaître le nom puisqu'il n'a pas décliné, s'est interrogé sur la participation du Front à l'élection présidentielle de 2016, puisque j'ai affirmé que les urnes ne peuvent pas libérer le Gabon. Je confirme que le Front participera aux élections, à toutes les élections prochaines. Je dis bien prochaines, parce que de notre point de vue, les choses doivent être claires. C'est à nous de décider du sort de notre démocratie. Et si nous sommes à ce point unanimes, je dirais majoritairement acquis au fait que les choses doivent changer, nous devons les changer. C'est le peuple qui décide de changer. Et le peuple du Gabon me paraît, de ce point de vue-là, avoir clairement indiqué sa voix. Si tel est le cas, le régime sera destitué. Mais je le dis aussi simplement que je parle. Nous avons tous, tout à l'heure, me semble-t-il, vérifié que le devoir de destitution nous est clairement indiqué par le préambule de notre Constitution. À partir de là, si c'est un droit, pourquoi doit-on hésiter à exercer un droit? Nous devons destituer le régime. Ça doit se faire. Si on le destitue, voici notre projet, qui est clair. La destitution doit s'ouvrir sur une transition. La transition doit permettre de remettre tout à plat. On doit reformuler la Constitution dans les dispositions qui posent problème, notamment le vote à deux tours. On doit l'instituer, notamment la limitation de mandat. On doit remettre la biométrie dans les dispositions effectives, qu'elle soit un instrument de pilotage, un instrument de sincérité du vote. À partir de là donc, nous n'avons aucune peine à affirmer que nous serons de la partie. Et je l'affirme parce que nous irons, et nous serons de cette partie-là parce que nous allons l'emporter pour une fois. Oui, le Gabon va enfin l'emporter.
Quelle est la nature de notre relation avec la France? Je salue M. Mungengui qui arrive. Je crois que c'est bien lui. Non, c'est pas lui. Très bien. Vous avez été pour plusieurs à Nantes. Me semble-t-il. Vous devez savoir que quand vous êtes parti à Nantes, le Front a engagé 2 actions. Avant le verdict de Nantes, l'opposition a fait le tour de toutes les chancelleries pour faire, à titre préventif, pour faire l'offre aux chancelleries d'un dialogue fondé sur le principe de la vérité. Oui, le Front estime que lorsqu'il arrivera aux affaires, il entend établir un dialogue de vérité. Nous avons fait l'offre de cela. Toutes les chancelleries avec un mémorandum. Après Nantes, le Front est reparti, particulièrement avec l'ambassadeur de France, pour lui dire qu'il est bon que la partie française rectifie le tir. Parce que nous n'allons pas à Nantes pour chercher la vérité, nous l'avons. Il faut que vous sachiez que, avant que toutes les débats se soient engagés ici, nous avons commis un huissier à Brazzaville pour aller vérifier dans le registre d'état civil la naissance de M. Ali Bongo Ondimba, Alain Bernard, je crois, à l'époque, le 9 février 1959. À cette date, il y a des naissances qui sont parfaitement formalisées. Ce n'est pas la sienne que le maire ou l'agent municipal de l'époque devait discriminer. Il n'y a aucune raison. Nous aurions pu être convaincus si, à la date du 9, il y avait le pic. Non, à la date du 9 février, plusieurs jeunes Congolais sont nés ce jour-là et plusieurs étrangers, j'imagine, au Congo également sont nés ce jour-là. Question, pourquoi c'est sa naissance qui a fait l'objet d'une discrimination? Il n'y a aucune raison. Donc, nous ne sommes pas allés à Nantes pour aller chercher la vérité que nous avons. Par conséquent, nous avons démontré à l'ambassadeur que la France était foudroyée et qu'il a encore temps de rectifier le tir. Surtout en appelant Ali Bongo à faire la preuve de sa gabonité. Ou à tout le moins à nous indiquer qu'il veut négocier une reconstitution de son acte de naissance. C'est bien, au moins il sera un peu plus stable. Seulement, ça établira qu'il aura triché. Que son acte de naissance, déposé en 2009, l'élection présidentielle, était faux. Donc, nos relations avec la France me semble-t-il, au beau fixe. Nous lui tenons le discours de la vérité et nous attendons qu'il nous traite de la même manière. Quelle est la solidité du front? Et je pense que cette question recoupe un peu la dernière, à certains égards. Parce que je pense que la question sur la solidité du front procède de ce qui peut paraître comme des atermoiements au sein du front. Écoutez, moi je crois que le front se porte plutôt bien. Oui, nous avons des avis divergents, qui plus est qui s'expriment. C'est bien ça la preuve qu'il y a la liberté d'expression en notre sein et qu'il n'y a pas de pensée unique. Je voudrais à ce niveau-ci de mon intervention vous inviter à regarder ce qui se passe en face. Et là-dessus, vous allez découvrir avec moi que le Parti démocratique gabonais n'est pas un parti politique. Pourquoi? Simplement parce que un parti politique est une association à objet politique, pour faire simple. En tant qu'association, il y a l'accord des volontés. C'est ça qui fait une association. Or, le Parti démocratique gabonais a été créé par ordonnance numéro, notez bien, 13/68, du 13 mars 1968. C'est tout sauf un parti politique. Parce que le parti politique n'est pas créé par une loi. Vous avez dû observer comme moi qu'il y a un groupe, le Macabo, non, le Mongabo, excusez-moi.
un groupe d'amis, le Bogabo, qui bien sûr s'est constitué au sein du PDG, certainement sur la base de ce qu'on appelle l'affectio societatis. Ils se trouvent d'un top crochu entre eux, estiment qu'en leur sein, ils se sentent une âme militante pour partager les choses ensemble. Le Bogabo a été dissous. À côté, un autre groupe, Héritage et Modernité, estime que les 50 ans, c'est une bonne chose, qu'il faut peut-être voir comment améliorer cela. C'est une sensibilité qui leur est commune. Cela a été dissous. Le PDG confirme qu'il n'est pas un parti politique parce qu'il a confirmé sa nature et son statut, c'est-à-dire celui d'annihiler toute volonté, tout accord de volonté de se mettre ensemble. Ils le sont par obligation. En lieu et place, le Front, qui s'est constitué sur la base d'un accord de volonté, accorde en son sein à ses membres le droit de pouvoir dire des choses, se dédire y compris. Face à cela, moi je dois me féliciter de la solidité du Front. C'est une instance totalement ouverte à la démocratie, au pluralisme, à la libre pensée. Maintenant, oui, je suis entré en politique comme d'autres entrent en Christ au nom de la vérité. Au nom de la vérité, oui, ça peut susciter des interrogations que ces appels à candidature. En tant que président, à la limite, je ne vais même pas l'aborder, mais je crois que nous sommes suffisamment matures pour connaître la vérité. Le Front s'est fondé sur la base d'une charte. Je ne suis pas fondateur du Front. J'ai adhéré à la charte. Autrement dit, le Front existait déjà, et j'ai pensé avoir à y adhérer. Cette charte, en son article 2, indique que le Front est constitué des partis politiques, des personnalités politiques, des associations, autrement dit de la société civile, et de la diaspora. À ce jour, il n'y a que des personnalités politiques et des partis politiques. La diaspora reste attendue. Je voudrais profiter de cette occasion pour appeler à vos responsabilités. Le Front a vocation à vous accueillir, vous afficher une volonté à contribuer à l'effort. Il faut que vous puissiez transformer l'essai. Je vous appelle à adhérer de manière formelle au Front. Et ça, c'est pour l'histoire. L'article 3 de notre charte parle des objectifs du Front. Ces objectifs sont déclinés par des tirets. Le premier tiret indique que l'objectif fondamental du Front, c'est la destitution du régime comme condition qui peut permettre de réaliser l'alternance. Et il se trouve tout aussi curieusement que dans la disposition ultérieure, il est indiqué que le Front irait aux élections derrière un candidat. Je suis juriste dans ma formation. Et le droit, je prêche pour ma chapelle, c'est un peu la discipline du bon sens, de la cohérence. J'incline à penser que les pères fondateurs, lorsqu'ils ont écrit la charte le 19 juillet 2014, avaient dans l'esprit que Ali Bongo Ondimba serait le candidat d'en face, de sorte que, pour ne pas disperser les voix, il faut lui opposer un seul candidat. La cohérence ne peut s'expliquer qu'à ce titre-là. Mais alors, si notre objectif premier consiste à réaliser la destitution, qu'ensuite nous puissions mettre les choses à plat, restaurer le tour, je voudrais vous prendre à témoin, vous qui, en France, avez la chance d'éprouver le multipartisme, la démocratie. Je pense que dans l'environnement démocratique, avec l'élection à 2 tours, rarement un candidat n'emporte au premier tour, très rarement. Souvent, il va au 2e tour. Et le 2e tour opère au bénéfice de celui des candidats qui dispose d'une réserve, d'une marge. La dite réserve ou la dite marge étant constituée par les suffrages engrangés par ceux des candidats de sa famille politique. Supposons que nous ayons notre candidat unique, après qu'on ait tout remis à plat,
qui arrivera certainement en tête des suffrages, il est évident, il me semble évident, qu'il lui manquera de réserve, puisque les autres candidats ne seraient pas de son bord politique. Est-ce que de ce point de vue-là, le candidat unique n'est pas un anachronisme? Est-ce que nous ne condamnions pas notre candidat à l'échec programmé? C'est une question. J'ai dit, le mérite aussi de cet échange, c'est peut-être pas d'apporter des certitudes, mais de susciter des interrogations. En tout état de cause, si l'article 3 reste écrit dans les termes que j'ai rappelés, il ne paraît pas bien convenir de désigner notre candidat, étant entendu que Ali Bongo Ondimba demande qu'on aille aux élections, que les candidats se prononcent, parce qu'il veut s'acheter une légitimité par les élections, que nous savons truquer d'avance. C'est au nom de cela que je pense effectivement que les appels à candidature sont précipités. Est-ce que M. Pig serait le candidat unique? Parce que je crois que ça aussi, ça recoupe cette préoccupation-là. Ou le candidat naturel? Il n'y a pas de candidat naturel au front. Il n'y en a pas. M. Ping est un bon candidat. Et en tant que président du front, je dois vous vanter la qualité des 27 parties prenantes au front. Le front, c'est 27 membres aujourd'hui. Et je dois vous aviser que j'ai 27 présidents. 27 présidentiels. Ils sont très bons les uns que les autres. Donc M. Ping, effectivement, est un bon candidat. Mais lorsque ce débat arrivera, on verra bien sûr s'il y a d'autres ambitions. Je peux vous dire qu'il y a des ambitions qui sont aussi prononcées ou qui sont en voie de l'être, mais ça n'est pas le débat, du moins pour l'instant. Donc, quelle est la position du gouvernement par rapport au dialogue inclusif et à l'agenda cadre? Parce que notre position est une agenda cadre. Bien sûr que le parti au pouvoir et le gouvernement, le chef d'État, n'entendent pas aller à ce dialogue-là, parce qu'ils savent que, au regard des conditions que nous avons émises, ils ne sortiront pas vainqueurs, bien sûr. Et vous avez entendu le président Madame Savo, qui en la matière menace d'appeler à la désobéissance civile si le dialogue n'est pas appelé. C'est l'une des réactions. Celle du front arrive. Quelle est la position de l'armée? Je crois que ça a été une question. Ah, de l'armée. Je ne suis pas dans la chaîne de commandement. Je ne peux pas savoir. Je peux simplement peut-être vous... Quelle est la situation? La tendance. De l'armée. Ben, je crois qu'elle est républicaine. Vraiment, je serais mauvaise élève. Je crois. Voilà, je crois qu'elle est républicaine. Là également, peut-être que ça convoque les textes pertinents auxquels le Gabon est parti, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui indique clairement que pour la sécurité publique, des forces armées sont instituées pour l'intérêt de tous et non pour les convenances de ceux à qui la gestion échoue. Oui, de ce point de vue, il y a un intérêt à la question. Parce que, de toute évidence, sur la base du vécu, les forces de sécurité ne semblent pas nous rassurer. Il suffit d'évoquer le cas de Mbolo Beka pour s'en convaincre. Autrement dit, pour vous qui n'êtes pas gabonaise, ou qui allez le devenir, je vous souhaite devenir, on n'est pas très nombreux, vous voyez, donc on a besoin de gens qui viennent d'excellence. Surtout ceux qui sont de qualité comme vous. Mbolo Beka décède parce qu'il entendait prendre part à une manifestation publique. Le régime des manifestations publiques au Gabon n'institue pas une autorisation préalable. Le régime des réunions publiques institue une déclaration préalable. Le droit comparé en la matière nous enseigne que la pratique française est exactement celle-là. Autrement dit, qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. L'opposition, j'en parle parce que c'est moi qui suis en charge de ces questions-là, déclare de manière préalable à l'autorité compétente, le maire, ces manifestations. La loi autorise l'autorité compétente à interdire la manifestation déclarée. Mais son interdiction doit être actée, dans un arrêté en l'occurrence.
Sauf que chaque fois que nous avons déclaré nos manifestations, il n'y a jamais eu d'interdiction en face. Et pourtant, lorsque nous arrivons au lieu de la manifestation, nous trouvons la police, la gendarmerie et parfois la GER, garde républicaine, en place pour nous dire vous n'avez pas le droit d'occuper l'espace. C'est cela la réalité. Et c'est au nom de cet état de fait que des personnes, des citoyens gabonais, succombent encore sous les balles de l'oppresseur. C'est quand même inadmissible. Voilà ce que je dois pouvoir dire s'agissant de l'armée. Visiblement, elle est orientée dans le sens de protéger les convenances de ceux à qui la gestion échoue. Et visiblement, elle n'est pas l'armée qui doit protéger le public, le peuple, et faire respecter la loi. Pourquoi suis-je le seul à avoir pensé à vous rendre compte des conclusions des États-Unis d'Amérique? C'est ma culture politique qui me l'impose. Et peut-être que mes pères avaient visiblement d'autres agendas. Je ne peux pas parler d'eux, je ne peux parler que de moi. Donc j'ai pensé, et cette année-ci je l'ai d'abord fait aux États-Unis d'Amérique, parce que vous imaginez bien que les compatriotes là-bas voulaient aussi savoir ce qui s'est passé. Je me suis donc plié à cet exercice-là de ma propre initiative. Et j'ai pensé réitérer la même chose à la fois à Genève, parce que j'ai profité pour faire le tour des popotes. Quelqu'un a dit que le Gabon était partout où se trouvent les Gabonais. Donc j'ai fait le tour du Gabon en Europe, par la Suisse. Moi j'ai eu un échange hier à Bruxelles, donc en Belgique, et je suis devant vous à cet effet-là. Je suis sûr que mes pères ont dû avoir des agendas suffisamment chargés pour ne pas se prêter à cela. Je le fais en leur lieu et place aussi, si vous me l'autorisez. Mais dans tous les cas, ma culture m'inspirait cela. Vous appelez notre attention, vous nous interpellez sur le fait qu'il faudra que nous tenions jusqu'au bout. Je m'engage, mais je ne peux engager que ma personne, et ceux des miens, c'est-à-dire l'Union du peuple gabonais. Je pense que mes amis du front sont également mobilisés à cet effet. Mais, parce qu'il y a un mais, la révolution, parce que c'est comme ça que cela s'appelle, ne se fait pas forcément par le leader. J'ai même tendance à dire qu'elle se fait par le peuple. Les bonnes révolutions sont celles qui mobilisent le peuple à l'action. Et puis au demeurant, c'est vous, le peuple. C'est vous qui saurez choisir celui qui mène votre combat. Donc en cela, je ne pense pas que nous soyons une entrave. Si vous ne vous reconnaissez pas dans nos actions, vous saurez choisir celui qui, de votre point de vue, paraît incarner les valeurs de votre combat. Donc au total, je crois que vous disposez de tous les éléments d'appréciation pour pouvoir trancher. Quelle est la relation entre le front et les syndicats? Notre conviction est que les partis politiques et les syndicats ont exactement le même combat, celui de l'amélioration des conditions de vie et de travail. C'est exactement ça le combat des syndicats et des partis politiques. Sauf que les moyens d'y parvenir ne sont pas les mêmes. Les partis politiques conditionnent de prendre le pouvoir pour changer les conditions de vie, ou conditionnent de maintenir le pouvoir pour le faire. C'est en cela que vous devez pouvoir choisir les 50 ans d'échec pour savoir si vous devez continuer avec eux, avec l'échec. Et les syndicats, eux, ne conditionnent pas la réalisation des conditions de vie et de travail, leur amélioration, par une quelconque prise de pouvoir. Mais l'objectif final est exactement le même. C'est pour cette raison qu'il y a une passerelle objective entre ces deux entités-là. Sauf que, et là c'est une réalité gabonaise aussi,
j'espère qu'elle n'est pas la vôtre ici, il y a des syndicats qui estiment qu'ils doivent être indépendants du gouvernement. Que dis-je? Des partis politiques. Je me suis permis, figurez-vous, je suis le plus petit de la bande, je me suis permis d'amener et le Front et l'UFA, plus d'une quarantaine de personnalités pour aller soutenir la grève des médecins. Un médecin, c'est un homme éclairé, me semble-t-il. Nous sommes arrivés devant le centre hospitalier de Libreville, centre universitaire de Libreville. Les médecins, avec leur blouse, étaient en face et ils nous ont dit non, 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 on ne veut pas de parti politique, non, non, on ne veut pas la récupération. Je vous laisse donc seul juge du niveau d'ouverture de certains d'entre vous, y compris dans la classe la plus avisée de la société. Donc le Front fait toujours l'offre de cette coopération objective, sauf que parfois, nous ne sommes pas toujours bien entendus, bien compris, bien accueillis. Personnellement, à titre personnel, j'ai fait le déplacement pour rencontrer la dynamique unitaire, parce que le débat syndical aujourd'hui est porté par la dynamique unitaire. J'ai été reçu avec ferveur chez certains, avec la réserve chez d'autres. Je suis ensuite parti rencontrer la dynamique unitaire responsable, c'est-à-dire l'autre entité qui estime qu'il faut fonctionner selon le dispositif républicain. C'est parfaitement la loi. Quand d'autres estimaient que je n'avais pas rencontré les autres. Non, je suis allé chez les uns et les autres. Donc, notre conviction est qu'il faut absolument composer avec les syndicats parce que nous avons le même combat. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les interrogations. Mais vous pouvez me reprendre comment faire pour imposer au gouvernement la transparence. Mais c'est vous qui avez la réponse.